Mes parents ont vendu leur maison et donné 6 5 000 $ à mon frère comme cadeau, puis ils se sont crus chez eux, chez moi. Mais moi, leur fille, les ai choqués, ils restèrent muets. Un appel de ma mère est toujours synonyme de mauvaise nouvelle. Alors, quand le nom maman s'est affiché sur mon téléphone au milieu de ma journée de travail, j'ai immédiatement senti mon estomac se nouer. Rebecca, nous avons une nouvelle. La voix de Sheila semblait inhabituellement vive, voire joyeuse. Nous avons vendu la maison. J'ai posé mon stylo et je me suis éloignée de mon ordinateur portable. Dehors, derrière la fenêtre de mon minuscule bureau dans une entreprise informatique de Portland, il pleuvait comme toujours en automne. Vendu, ai-je demandé, essayant de comprendre pourquoi on m'en informait après coup. Quand? Et la transaction a été conclue la semaine dernière. 650 000 $, Rebecca. Tu imagines, nous pensions obtenir 500 000 au maximum et voilà le résultat. 650 000, une somme qui pourrait changer leur vie. Assurer une vieillesse tranquille, acheter un nouveau logement et garder une réserve pour les dépenses imprévues. C'est formidable, maman, ai-je dit prudemment. Et que comptez-vous faire de cet argent? Une courte pause, puis Sheila a baissé la voix comme si elle me confiait un secret. Nous l'avons donné à Kyle, tout le cadeau de mariage. Il va épouser Tiffany Wellborn, tu sais, une fille d'une famille très respectable. Ses parents leur ont déjà acheté un appartement dans le centre de Portland, tu imagines, avec vue sur le fleuve. Nous ne pouvions pas rester à l'écart, tu comprends. Je suis restée silencieuse, mes oreilles bourdonnaient. Rebecca, tu es là? Oui, ai-je répondu. Je suis là. Pourquoi tu ne dis rien? C'est une excellente nouvelle. Ton petit frère va se marier. Mon petit frère Kyle, 26 ans, agent d'assurance avec un salaire décent et aucun sens des responsabilités. Kyle, à qui mes parents ont payé ses études universitaires, ont acheté une voiture pour ses 18 ans et n'ont jamais rappelé ses dettes. Kyle, qui a reçu 650 000 $ sans rien faire. Et moi, une marketeuse de 29 ans dans une entreprise informatique moyenne qui a remboursé ses dettes étudiantes 5 ans après avoir terminé l'université, j'attendais toujours le remboursement des 30 000 $ que j'avais prêtés à mes parents. Maman, dis-je aussi calmement que possible, et les 30 000 $ que je vous ai prêtés, il y a 5 ans, pour votre projet. Sheila a reniflé. Rebecca, tu es notre fille. Quelles sont ces futilités? Nous sommes une famille. Des futilités. 30 000 $, ce sont des futilités. Et 650 pour Kyle, c'est normal. Quand rentreras-tu à la maison? Continua ma mère sans attendre ma réponse. Ton père et moi arriverons ce soir pour quelques jours, le temps de trouver quelque chose à louer. La maison a déjà été remise au nouveau propriétaire et nous avons besoin d'un endroit où vivre. Aujourd'hui, je sentis la tension monter dans mon dos. Maman, tu aurais pu prévenir à l'avance. Rebecca, ne fais pas comme ça. Tu as un appartement de 3 pièces, tu vis seule, ce n'est que pour quelques jours, une semaine maximum. Je fermai les yeux et comptais jusqu'à 10. D'accord, à quelle heure arriverez-vous? Vers 6 heures. Papa conduit. À bientôt, ma chérie. Elle raccrocha avant que j'aie eu le temps de répondre. Ce soir-là, mes parents arrivèrent à 6h30 pile. Denis, mon père, un homme de petite taille, aux cheveux clairsemés et grisonnants, qui se plaignait constamment de son dos, portait de lourdes valises. Sheila le suivait avec 2 sacs et a immédiatement commencé à inspecter mon appartement d'un œil critique. Rebecca, tu n'as toujours pas mis de rideaux normaux dans le salon, a-t-elle dit à la place d'un bonjour à ses stores donnant un aspect si froid. Bonjour maman, dis-je en la serrant dans mes bras. Bonjour papa. Denis hocha la tête, posa les valises au milieu du couloir et se dirigea immédiatement vers le salon où il s'installa sur le canapé avec la télécommande de la télévision. Où allons-nous dormir demanda Sheila en entrant dans la chambre d'amis. Oh, c'est pas mal ici, mais le matelas semble un peu dur, tu en as un autre. Les jours suivants se transformèrent en une succession de petits conflits. Sheila réaménagea le salon parce que c'était mieux pour le feng shui. Denis a investi mon bureau à la maison, y a étalé ses papiers et allumé la télévision à plein volume alors que j'essayais de travailler sur une présentation pour un client. Ma mère critiquait mon réfrigérateur. Pourquoi as-tu si peu de légumes frais? Et mon habitude de commander des plats à domicile. Tu es une femme adulte, Rebecca. Tu dois savoir cuisiner, m'a-t-elle dit le troisième soir alors que je déballais des sushis. Je me suis mordu la langue, je savais cuisiner, je n'avais simplement pas envie de le faire après une journée de travail de 10 heures et la présence de mes parents, qui faisaient constamment du bruit autour d'eux. Le quatrième jour, j'ai prudemment rappelé le prêt, nous étions assis à table, j'avais préparé des pâtes. Sheila critiquait la quantité de sel, Denis mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone. Maman, papa, ai-je commencé en posant ma fourchette. Je comprends que vous êtes actuellement dans une période de transition, mais puisque vous avez vendu la maison et reçu cet argent, pourriez-vous me rembourser les 30 000 $? Je n'insiste pas pour les intérêts, juste le montant principal. Sheila m'a lancé un regard surpris. Rebecca, pourquoi parles-tu de ces futilités? Tu es notre fille, nous sommes une famille. L'argent entre parents, ce ne sont pas des dettes. Mais maman, nous t'avons donné tellement de choses, l'interrompit-elle. Nous t'avons élevé, nourri, habillé. Tu n'as pas compté tout ce que nous avons dépensé pour toi, n'est-ce pas? Denis finit par décrocher son téléphone. Sheila, ne commence pas, marmonna-t-il. Ne commence pas quoi? S'indigna ma mère. Elle est assise là et compte l'argent qu'elle nous a donné, comme si nous étions des étrangers. Je sentis mes joues s'empourprer. Je ne compte pas, maman. Je pensais juste, tu pensais que nous te devions quelque chose, conclut Sheila.
Quel enfant ingrate, je me tue. Il était inutile de discuter. Le soir même, alors que je faisais la vaisselle, Denis s'approcha de moi dans la cuisine. Il semblait mal à l'aise, les mains dans les poches de son vieux jean. Rebecca, dit-il à voix basse pour que Sheila ne l'entende pas depuis le salon. Ne fais pas attention à ta mère, elle est juste nerveuse à cause du déménagement. Papa, je comprends, mais ta mère et moi en avons discuté, a-t-il poursuivi sans me regarder dans les yeux. Nous allons rester ici pendant un certain temps, pas quelques jours, comme disait ta mère, un peu plus longtemps. Je me suis tournée vers lui, les mains encore couvertes de mousse. Que veux-tu dire par quelque temps? Eh bien, les loyers sont très chers en ce moment, Rebecca, et tu vis seule. Tu as un appartement de 3 pièces. Ce n'est pas difficile pour toi de le partager avec tes parents, n'est-ce pas? Il m'a enfin regardé. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, seulement la certitude que je n'avais pas le droit de refuser. Quand j'avais 9 ans, Kyle a cassé le vase préféré de ma mère, un vase ancien en porcelaine chinoise authentique que sa grand-mère lui avait offert. Il jouait au football dans le salon alors que ma mère le lui avait interdit 1000 fois. Le ballon a frappé directement l'étagère, le vase est tombé et s'est brisé en dizaines de morceaux. Je me tenais dans l'embrasure de la porte lorsque Sheila a accouru en entendant le bruit. Kyle s'est mis à pleurer immédiatement. Il avait 6 ans et savait utiliser ses larmes comme une arme. Ma mère l'a pris dans ses bras, lui a caressé la tête et lui a dit: Ce n'est pas grave, mon chéri, ce n'est qu'un objet, l'essentiel c'est que tu ne te sois pas blessé. Une semaine plus tard, j'ai accidentellement heurté une tasse dans la cuisine avec ma manche. Elle est tombée et s'est cassée. Sheila m'a regardé fixement et m'a sifflé: Tu es toujours aussi maladroite. Tu ne peux pas faire plus attention? J'ai dû balayer les morceaux moi-même, puis écouter un sermon sur la responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai compris les règles du jeu. Kyle est le chouchou, Kyle est le fils, Kyle est l'avenir de la famille. Et moi, je ne suis que la fille aînée, celle dont on attend qu'elle se débrouille toute seule. Maintenant, assise à mon bureau dans le cabinet que mon père a transformé en salon privé, je me souvenais de ce jour avec le vase. C'est peut-être là que tout a commencé. Peut-être que je me suis simplement habituée à être celle qui reçoit moins, qui est moins importante, qui doit supporter et ne pas se plaindre. Rebecca, tu peux baisser un peu le son? La voix de mon père résonna dans le bureau. J'essaie de regarder les informations, je tapais du texte sur le clavier, c'était mon travail, mon délai, mon appartement. Mais mon père pensait que c'était moi qui le dérangeais. Une semaine s'était écoulée depuis que mes parents avaient annoncé qu'ils restaient pour un certain temps. Ils s'étaient installés très confortablement. Sheila avait réorganisé ma cuisine, jeté la moitié des épices, toi parce qu'elles étaient périmées, et tout rangé à sa façon. Denis s'est emparé du bureau où je travaillais habituellement le soir sur mes projets. Je devais désormais m'asseoir à la table à manger avec mon ordinateur portable, tandis que ma mère tournait autour de moi et commentait chacun de mes gestes. Ce jour-là, ils ont invité leurs amis à déjeuner, sans prévenir. Je suis rentrée du travail à 19 heures et j'ai trouvé dans le salon 3 personnes âgées que je ne connaissais pas, assises sur mon canapé, buvant mon thé et discutant bruyamment de politique. Ah, Rebecca! Sheila est sortie de la cuisine avec un plat de biscuits. Je te présente Martha et Roger, nos vieux amis de Beaverton, et voici Joyce, notre voisine de notre ancienne maison. Bonjour, ai-je dit en essayant de sourire. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait des invités aujourd'hui. Oh, Rebecca, ne sois pas comme ça, dit Sheila en balayant ma remarque d'un geste de la main. Ce ne sont que des amis. Nous ne vivons pas dans la rue. Nous avons le droit d'inviter des gens. Je me suis rendue dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit. Le sang battait dans mes oreilles. Ils invitent des gens. Dans mon appartement, sans ma permission. Le lendemain matin, Sheila est entrée dans ma chambre alors que je m'habillais avant d'aller travailler. Elle a ouvert l'armoire et a commencé à fouiller dans mes vêtements. Rebecca, tu portes encore cette robe grise? A-t-elle grimacé. Elle ne te va pas, elle te vieillit. Maman, c'est mon placard, ai-je dit aussi calmement que possible. S'il te plaît, ne touche pas à mes affaires. Je suis ta mère, a répondu Sheila sans se retourner. J'ai le droit de me soucier de ton apparence. Au fait, quand es-tu allée chez le coiffeur pour la dernière fois? Tes cheveux ont besoin d'être coupés. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie de la pièce sans répondre. Si je me mets à discuter, ça va finir en dispute. Et je n'ai pas l'énergie pour les disputes le matin avant d'aller bosser. Le soir, quand mes parents étaient dans le salon à regarder la télé, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de leur parler, doucement, calmement, sans accusation. Maman, papa, ai-je commencé en m'asseyant en face d'eux, je dois vous parler. Sheila m'a regardé avec agacement, comme si je l'avais interrompu dans quelque chose de très important. Que s'est-il passé? Je comprends que vous ayez besoin d'un endroit où vivre en ce moment, mais vous êtes ici depuis une semaine déjà. Vous avez dit que vous chercheriez un logement à louer. Peut-être faudrait-il accélérer le processus. Denis n'a pas quitté l'écran des yeux. Rebecca, tu as vu le prix des loyers actuellement. Un appartement de 2 pièces dans un quartier correct coûte 2000 $ par mois. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais vous avez vendu la maison pour 650 000 $, lui ai-je rappelé. Vous auriez pu mettre de côté une partie de l'argent pour le logement. Sheila s'est mordu la lèvre puis a dit d'un ton sec: Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu ne peux pas nous héberger pendant au moins un mois. Nous t'avons élevé, nourri, habillé. Tu as grandi dans notre maison et maintenant tu ne veux pas aider tes parents? J'ai senti quelque chose de lourd me serrer la poitrine. Maman, je ne suis pas contre l'idée d'aider, mais moi aussi j'ai besoin de vivre, de travailler, d'avoir mon espace personnel.
Ton espace personnel, a répété Sheila avec mépris, tu vis seul dans un appartement de 3 pièces. Tu as assez d'espace pour tout le monde. La conversation n'a abouti à rien. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Le soir même, j'ai appelé Kyle. Il a décroché après la cinquième sonnerie. Salut, Beko, a-t-il dit d'un ton indifférent. Qu'est-ce qui se passe? Kyle, mes parents vivent chez moi depuis une semaine. Ils ne cherchent pas de logement. Ils se sont installés ici comme si c'était leur appartement. J'ai besoin que tu leur parles. Il a soupiré. Beko, tes parents sont des adultes, qu'ils décident eux-mêmes où ils veulent vivre. Ils ont décidé de vivre chez moi, insistai-je, et ça ne me convient pas. Kyle, tu es leur fils, ils t'écoutent. Parle-leur, s'il te plaît. Je suis très occupée en ce moment, dit Kyle. Notre mariage est dans un mois. Tiffany veut que tout soit parfait. Au fait, mes parents ne peuvent pas venir chez nous. Tiff ne veut pas les voir. Nous sommes en pleine rénovation avant le mariage et elle est nerveuse. Tu comprends? Je comprenais. Kyle ne voulait pas prendre de responsabilité, comme d'habitude. D'accord, dis-je doucement, je comprends. Ne sois pas fâché, Beko, ce n'est que pour un certain temps. Mes parents trouveront bientôt quelque chose qui leur convient. Il raccrocha le premier. Le lendemain, lorsque mes parents sont partis se promener, j'ai décidé de travailler dans le bureau. Denis avait laissé ses papiers éparpillés sur le bureau, des factures, des relevés bancaires, de vieux documents. Je voulais simplement les rassembler pour faire de la place pour mon ordinateur portable. Mais parmi les papiers, j'ai remarqué un dossier intitulé Vente de la maison. J'ai hésité une seconde, ce sont leurs documents personnels, mais ils vivent dans mon appartement, m'empêchent de travailler et refusent de rembourser leur dette de 30 000 dollars. Peut-être ai-je le droit de connaître la vérité? J'ai ouvert le dossier, à l'intérieur se trouvait un contrat de vente. Quand j'ai parcouru le texte à la recherche du montant, et puis je l'ai vu. 750 000 dollars, pas 650, 750. Ils avaient menti ou caché une partie de l'argent. 100 000 dollars avaient disparu. Je suis restée assise, le document entre les mains, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi avaient-ils donné un autre montant? Où était passé cet argent? Pourquoi me cachait-il cela et peut-être aussi à Kyle? À ce moment-là, mon téléphone professionnel a sonné, un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas à ce genre d'appel, mais j'étais tellement bouleversée par ma découverte que j'ai appuyé machinalement sur répondre. Allô? Bonjour, a dit une voix féminine, légèrement enrouée, fatiguée. Puis-je parler à Dennis Tarleton? Je me suis figée. Qui est-ce? C'est Valérie Crawford. Dennis sait de quoi il s'agit. Veuillez lui dire que j'ai appelé. C'est très important. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai longuement regardé l'écran, comme si la réponse à la question qui me trottait dans la tête pouvait y apparaître. Qui est Valérie Crawford et pourquoi cherche-t-elle mon père? Mes parents devaient rentrer de leur promenade dans une heure. J'étais assise dans le bureau. Devant moi se trouvait un dossier ouvert contenant le contrat d'achat-vente de la maison. 750 000 dollars, pas 650 comme l'avaient dit mes parents. 100 000 dollars avaient disparu et personne n'avait l'intention de m'en parler. Je fermais le dossier, mais ne le rangeais pas. Si mes parents vivaient dans mon appartement et refusaient de me rendre mon argent, j'avais le droit d'exiger des explications. Lorsque la porte claqua, j'étais déjà dans le salon, le dossier à la main. Sheila entra la première, enlevant sa veste. Rebecca, l'air est si frais dehors. Tu devrais sortir plus souvent au lieu de rester à la maison avec ton ordinateur portable. Dennis est entré derrière elle, portant péniblement un sac de courses. Nous devons parler, ai-je dit. Ma mère a grimacé. Encore, Rebecca, tu deviens insupportable. Peut-être, répondis-je, mais c'est mon appartement et j'ai le droit de connaître la vérité. Je posai le dossier sur la table basse, Denis leva les yeux, vit le contrat et se figea. Qu'est-ce que c'est? Marmonna-t-il. Le contrat de vente de votre maison pour 750 000 dollars. Un silence pesant s'installa. Sheila détourna les yeux des papiers pour me regarder, puis son mari. Tu as fouillé dans nos documents? Sa voix était aiguë. Comment oses-tu? Comment j'ose? Je sentis la tension monter en moi. Vous vivez dans mon appartement, vous m'empêchez de travailler, vous refusez de rembourser 30 000 dollars de dette et en plus, vous mentez sur le prix de vente de la maison. Alors oui, j'ose. Denis prit le contrat comme pour vérifier les chiffres. Bien sûr, c'était bien écrit 750 000 dollars. Nous, commença-t-il, mais je levai la main. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas tout. Je sortis mon téléphone et ouvris le dernier appel. Une femme t'a appelé aujourd'hui sur mon téléphone professionnel, Valérie Crawford. Elle a dit qu'elle cherchait Dennis Tarleton, que c'était très important. Qui est-elle? Mon père pâlit aussi vite qu'on l'aurait frappé. Il posa le dossier sur la table, les mains tremblantes. C'est une vieille connaissance, articula-t-il. Rien de grave. Une vieille connaissance qui te cherche sur mon numéro professionnel. Je sentis la colère monter en moi. Qui est-elle, papa? Sheila s'assit sur le canapé, regardant Dennis comme si elle le voyait pour la première fois. Dennis, réponds à ta fille. Il soupira, pressant ses mains contre son visage. Elle travaillait avec moi il y a 14 ans chez Pacific Logistics. Nous avons eu une liaison. Ces mots tombèrent-ils si soudainement que je ne compris pas tout de suite leur signification. Une liaison? Mon père avait eu une liaison avec une autre femme il y a 14 ans quand j'avais 15 ans et Kayla 12. Une liaison, répéta Sheila d'un ton froid. Bien sûr, et je ne le savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas, rétorqua Denis, tout comme moi à ton sujet. Elle plissa les yeux. Que veux-tu dire? Rien, dit-il en balayant l'air de la main. Oublie ça. Non, dis-je fermement, je n'oublierai pas. Qui est Valérie et que veut-elle de toi? Mon père s'assit en face de moi et se prit la tête entre les mains.
Elle est tombée enceinte. À l'époque, genre il y a 14 ans, elle me l'a dit, j'ai eu peur, nous avions des dettes, des crédits, toi et Kyle, vos études à venir. Je ne voyais pas comment je pourrais subvenir aux besoins de tout le monde. Nous nous sommes disputés. Elle a quitté son travail et moi, j'ai simplement cessé de lui répondre. J'ai changé de numéro, j'ai changé de travail. Je pensais qu'elle avorterait. Mais elle ne l'a pas fait, dis-je doucement. Il acquiesça sans lever la tête. Elle a accouché d'un garçon, elle l'a appelé Brian. Je l'ai appris par hasard 5 ans plus tard en voyant son message sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai rien fait, je l'ai simplement bloqué et oublié. Sheila restait immobile, seule ses doigts serrés la coudoir du canapé si fort que ses os blanchissaient. Tu as fait un enfant à une autre femme, murmura-t-elle, et tu n'as rien dit pendant 14 ans. Et toi, tu es une sainte s'écria soudain Denis. Tu crois que je ne sais rien du vendeur de meubles, du coach de la salle de sport où tu allais t'entraîner? Ne joue pas les victimes. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je regardais mes parents, ma mère qui s'était soudainement tue et mon père qui respirait difficilement comme s'il venait de courir un marathon. C'était différent, finit par dire Sheila. Je n'ai pas eu d'enfant avec eux, je ne t'ai pas menti pendant des années. Non, tu faisais simplement semblant que notre famille avait été parfaite, répondit froidement Denis, tout en me trahissant dans mon dos. Je me tenais entre eux, sentant quelque chose se briser en moi, pas à cause d'une seule nouvelle, mais à cause de tout cela à la fois, à cause de la prise de conscience que tout ce que je croyais à propos de ma famille n'était qu'un mensonge. Mes parents ne s'aimaient pas, ils se trompaient, se mentaient, accumulaient des rancunes pendant des années, et aucun d'eux n'essayait vraiment de le cacher. Ils faisaient juste semblant. Donc, 100 000 $, dis-je, essayant de ramener la conversation sur le sujet. Où sont passés les 100 000 $ de la vente de la maison? Denis soupira. Quand nous avons mis la maison en vente, Valérie l'a appris. Quelqu'un du voisinage a dû le lui dire. Elle m'a écrit à mon ancienne adresse. Elle m'a dit qu'elle avait élevé Brian toute seule, sans un sou de ma part, que je lui devais au moins quelque chose. J'ai pris peur. J'ai pensé qu'elle irait au tribunal ou qu'elle vous en parlerait. Alors, quand l'argent est arrivé, j'ai donné 650 à Kyle, comme promis. Et sur les 100 restants, j'en ai donné 50 à Valérie. 50 000 à une femme étrangère. Ai-je conclu? Alors que tu ne m'as pas rendu 30 000 pendant 5 ans. Il n'a pas répondu. Et maintenant, elle en veut encore. Ai-je poursuivi? N'est-ce pas? Il a hoché la tête. Elle écrit que 50 000, ce n'est pas suffisant, que c'est une somme dérisoire pour 14 ans, que Brian a droit à une vie normale, à une éducation, à un avenir. Elle exige encore 50 000. Elle dit que si elle ne les obtient pas, elle ira au tribunal pour réclamer une pension alimentaire pour toutes les années passées. Mon téléphone a vibré dans ma poche, je l'ai sorti machinalement, un numéro inconnu, un SMS. Votre père m'a promis 50 000 de plus. Je ne lâcherai pas tant que je ne les aurai pas. Il doit une vie normale à mon fils. V. Crawford. J'ai montré l'écran à mon père, il s'est couvert le visage de ses mains. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mal de tête. Pas un mal physique, qui se soigne avec un comprimé, mais un mal causé par la prise de conscience que la conversation de la veille était bien réelle. Mon père avait eu un enfant avec une autre femme, ma mère l'avait trompé. Ils m'avaient tous les deux menti pendant des années. Et les 50 000 $ provenant de la vente de la maison étaient allés à cette femme dont je n'avais appris l'existence que la veille. Allongée dans mon lit, je regardais le plafond et me demandais comment vais-je pouvoir travailler aujourd'hui. J'ai une échéance dans une semaine, le lancement d'une campagne publicitaire pour un nouveau client, une grande chaîne de restaurants. La présentation, le plan média, les créations, tout doit être prêt pour vendredi. Et je suis allongée ici, incapable de rassembler mes idées. Mes parents se comportaient comme si de rien n'était. Sheila préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Denis lisait les nouvelles sur sa tablette dans le salon. Quand je suis sortie, ils ne m'ont même pas regardé. Bonjour, ai-je dit. Ma mère a hoché la tête sans se retourner. Il y a des œufs brouillés. Sur la table, je me suis assise et j'ai pris une fourchette. Les muscles de mon visage étaient tendus, comme si j'avais serré les mâchoires toute la nuit. Nous devons parler du logement. Ai-je commencé? Denis a enfin détourné les yeux de son écran. Rebecca, pas maintenant, j'ai mal à la tête. Moi aussi, répondis-je, mais cela ne change rien au fait que vous devez trouver un logement. Sheila posa la poêle dans l'évier avec un bruit si fort que je sursautai. Nous cherchons, dit-elle sèchement. Mais tout est cher, tu vois bien comment est le marché. Je vois que vous avez 50 000 $, ai-je rappelé. Cela suffit pour un an de loyer si vous cherchez en banlieue. 50 000 $, ce n'est pas autant que tu le penses, a marmonné mon père. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fini mes œufs brouillés, lavé mon assiette et je suis allée m'habiller. Je devais aller travailler. Il fallait au moins que j'essaie de me concentrer sur autre chose que le drame familial. Le soir, je suis rentrée à la maison avec les dossiers du client sur une clé USB et l'intention de travailler tard dans la nuit. La date limite approchait et je n'avais presque rien fait en 3 jours. J'avais la tête occupée par mes parents, Valérie, ses maudits 100 000 $. Je me suis installée à la table à manger avec mon ordinateur portable, mes écouteurs et une tasse de café. J'ai ouvert le fichier avec les créations et j'ai commencé à éditer le texte. Au bout de 10 minutes, un cri a retenti dans le salon. Tu as toujours été comme ça, toujours. Sheila criait si fort que les écouteurs ne servaient à rien. Et tu as toujours été insatisfaite, répondait Denise d'une voix tonitruante. Rien ne te convient. J'ai retiré mes écouteurs. Impossible de se concentrer. Ils se disputaient pour la 3e soirée consécutive et chaque fois, c'était pire. Sheila a quitté le salon en courant et a claqué la porte de la chambre. Denis est passé devant moi pour se rendre dans mon bureau, s'est assis dans un fauteuil et a allumé la télévision, à plein volume, les informations.
Le présentateur parlait de politique, d'économie, de météo, et tout cela résonnait si fort que j'avais l'impression qu'il me criait directement dans les oreilles. Je me suis levée et me suis approchée de la porte du bureau. Papa, tu peux baisser le son, je dois travailler, il ne s'est même pas retourné. Moi aussi, je vis ici, j'ai le droit de regarder la télévision. Mais j'ai besoin de me concentrer, ai-je insisté. J'ai une échéance dans une semaine. Rebecca, nous sommes ici temporairement, a-t-il dit en me regardant enfin. Sois patiente, ce n'est pas pour toujours. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, sentant quelque chose se serrer en moi. C'est mon appartement, mon bureau, ma table, mon temps. Mais mon père me regarde comme si je demandais quelque chose d'impossible. Je suis retournée à la table à manger, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée dans ma chambre. Je n'arriverai pas à me concentrer de toute façon. Le lendemain, au bureau, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. J'avais une réunion en ligne avec l'équipe, la designer Martha, le rédacteur James et la chef de projet Lise. Nous discutions des dernières modifications à apporter aux créations qui devaient être soumises aux clients avant la fin de la semaine. Rebecca, es-tu d'accord avec le slogan proposé par James a demandé Lise. J'ai ouvert la bouche pour répondre lorsque le téléphone sur la table a sonné. C'était mon numéro professionnel. Un nom inconnu s'affichait à l'écran. J'ai raccroché et je suis revenue à la réunion. Oui, je pense que la version de James fonctionne bien. On peut. Le téléphone sonna à nouveau. Le même numéro. Excusez-moi un instant, dis-je à mes collègues avant de décrocher. Allô, c'est Valérie Crawford, dit une voix féminine froide et déterminée. Je cherche Dennis Tarleton. Dites-lui que si je ne reçois pas l'argent d'ici la fin de la semaine, j'irai voir son employeur. Il travaille toujours chez Wellfast Group, n'est-ce pas? Je me figeais. C'est mon numéro professionnel, vous ne pouvez pas. Je peux, m'interrompit Valérie. Votre père ignore mes appels, il bloque mes messages. Mais il ne pourra pas ignorer son patron, dites-le lui. Elle raccrocha. Je restais assise, le téléphone à la main, sentant mon visage s'empourprer. Rebecca demanda Lise depuis son ordinateur portable. Tout va bien? Je jetai un œil à l'écran. Tous les trois me regardaient avec curiosité. Oui, excusez-moi, c'est personnel. Quelqu'un te cherche avec insistance, remarqua Martha avec un léger sourire. Tout va bien? Oui, tout va bien, mentis-je. Continuons. Mais je n'arrivais plus à me concentrer. Je sentais que la réputation professionnelle que j'avais bâtie au fil des ans s'effritait à cause des problèmes de mes parents qu'ils avaient amenés dans ma vie. Le soir même, lorsque mes parents se sont enfin endormis, Sheila dans la chambre d'amis, Denis sur le canapé du salon après une nouvelle dispute. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Allongée dans mon lit, je repassais dans ma tête tout ce que j'avais appris ces derniers jours. 750 000, 50 pour Valérie. Une centaine avait disparu, 30 qui m'appartenaient et qui ne m'avaient pas été rendus. Un garçon de 14 ans dont personne ne connaissait l'existence. Je me suis levée et je suis allée dans le bureau. Mon père y avait laissé ses affaires éparpillées. Des papiers, des relevés, de vieux documents. J'ai commencé à les fouiller à la recherche de quelque chose qui m'aiderait à comprendre pourquoi ils ne cherchaient pas de logement alors qu'ils avaient 50 000. Et puis j'ai trouvé un dossier contenant de vieux relevés bancaires, datant d'il y a 5 ans. Je l'ai ouvert par simple curiosité. Peut-être y avait-il des informations sur mon prêt, sur ce à quoi ils avaient dépensé ces 30 000 dollars. J'ai feuilleté les pages. Mars, avril, mai, et puis juin. La date, 3 mois après que je leur ai transféré l'argent. Recette, 80 000 dollars. Remarque, bénéfice du projet d'investissement Greendale Development. J'ai relu 3 fois, n'en croyant pas mes yeux. 80 000, 3 mois après mon prêt. J'ai rapidement trouvé le relevé de mars, le mois où je leur avais donné l'argent, et là, parmi les dépenses, j'ai vu virement sur le compte de Greendale Development, 30 000 dollars. Ils n'avaient pas dépensé mon argent pour réparer le toit, comme ils l'avaient dit. Ils l'avaient investi dans un projet d'investissement. Le projet a été un succès. Ils ont réalisé un bénéfice net de 80 000 dollars. Ils auraient pu me rendre 30 000 dollars et garder 50 000 dollars. Mais ils ont tout pris et ils ne m'en ont jamais parlé. Assise sur le sol du bureau, les relevés bancaires entre les mains, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pas de la haine, pas de la colère. Juste une prise de conscience froide et lucide. Ils se sont toujours fichés de moi. Pour eux, je ne suis pas une fille. Je suis une ressource. Une source d'argent qu'ils peuvent utiliser sans rien donner en retour, c'est pourquoi ils ne cherchent pas de logement. Pourquoi le feraient-ils alors qu'ils peuvent vivre chez moi gratuitement, me gêner dans mon travail, me faire perdre mon temps et m'énerver? Ils n'ont jamais eu l'intention de partir, ils comptaient de rester ici jusqu'à ce que je craque ou que je me résigne. J'ai remis les relevés bancaires à leur place, je suis retournée dans ma chambre et je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Le matin, ils étaient assis à table en train de prendre leur petit déjeuner. Sheila tartinait du beurre sur des toasts, Denis buvait son café en lisant quelque chose sur son téléphone. Une image banale, comme s'il n'y avait pas eu de dispute la veille, comme si tout allait bien. Je me suis levée près de la table sans m'asseoir. Vous avez une semaine, ai-je dit froidement, clairement. Trouvez-vous un logement, je ne vivrai plus comme ça. Sheila a levé la tête surprise. Quoi? Une semaine, ai-je répété. 7 jours. Cherchez un appartement, une maison, une chambre, peu importe, mais dans une semaine, vous devez partir. Denis a posé son téléphone. Rebecca, tu exagères. Nous sommes vos parents. Vous êtes mes parents qui, il y a 5 ans, m'ont pris 30 000 dollars, les ont investis dans un projet, ont obtenu 80% de profit et ne m'ont pas rendu un centime, dis-je. J'ai trouvé les relevés bancaires. Je sais tout. Silence. Sheila regardait Denis, il regardait la table. On allait te les rendre, marmonna-t-il. Quand demandai-je. Dans 5 ans, 10 ans, jamais. Il ne répondit pas. Une semaine, répétai-je une dernière fois avant de quitter l'appartement, fermant la porte si doucement que la serrure ne fit même pas de bruit.
Toute la journée au travail, j'ai senti que l'atmosphère dans l'appartement avait changé. Mes parents étaient restés là, mais désormais, la vérité s'était installée entre nous et elle était froide comme la glace. La carte d'invitation au mariage était posée sur mon bureau depuis un mois déjà. Des lettres dorées sur du papier crème, gaufrées, une police élégante. Kyle Tarleton et Tiffany Velborn vous invitaient à partager avec eux la joie de leur mariage. La date, l'heure, l'adresse du club de campagne Riverside Estate, à l'extérieur de la ville. Je regardais cette carte et je me demandais, est-ce que j'ai envie d'y aller? Cela faisait presque une semaine que j'avais dit à mes parents de partir. Ils n'étaient pas partis, ils n'avaient pas cherché de logement, ils restaient simplement silencieux, tournaient autour de moi comme des fantômes et faisaient comme si de rien n'était. Sheila préparait le dîner, Denis regardait la télévision, je travaillais jusqu'à tard dans la nuit, évitant toute conversation. L'atmosphère dans l'appartement était glaciale, mais personne n'osait la briser. Le mariage avait lieu le samedi, j'ai enfilé une robe bleu foncé, mis un minimum de maquillage et attaché mes cheveux en un chignon bas. Mes parents sont partis plus tôt, ils devaient être là-bas à 10 heures pour aider aux derniers préparatifs. Je suis partie seule, plus tard, pour ne pas avoir à passer une heure dans la même voiture qu'eux. Le Riverside Estate s'est avéré beaucoup plus luxueux que je ne l'avais imaginé. Une colonnade blanche, des escaliers en marbre, une immense salle avec des lustres en cristal. Sur la pelouse devant le bâtiment, des rangées de chaises blanches décorées de fleurs fraîches étaient disposées pour la cérémonie. Les invités arrivaient les uns après les autres, des femmes en robes colorées, des hommes en costume, souriants, festifs. Je les comptais machinalement, environ 200 personnes, peut-être plus. Les parents de Tiffany avaient apparemment dépensé beaucoup d'argent pour ce mariage, et mes parents avaient ajouté 650 000 $ pour que Kyle puisse se lancer. J'ai trouvé ma place au quatrième rang. Denis et Sheila étaient assis au premier rang, à la table d'honneur, avec les parents de Tiffany, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une robe couleur perle, et un homme aux cheveux gris, vêtu d'un costume coûteux. Mes parents semblaient un peu déplacés. Sheila dans sa vieille robe beige, Denis dans un costume acheté 10 ans auparavant, mais ils souriaient, saluaient et recevaient les félicitations des invités. Personne ne savait qu'ils vivaient dans l'appartement de leur fille parce qu'ils ne voulaient pas dépenser d'argent pour un loyer. Personne ne savait pour Valérie Crawford et Brian, âgés de 14 ans. Personne ne savait pour les 80 000 $ de bénéfices qu'ils avaient empochés sans me rendre un centime. La cérémonie a commencé à midi. De la musique, des fleurs, Kyle en smoking, debout près de l'autel avec un sourire nerveux. Puis Tiffany est apparue, dans une robe blanche avec une longue traîne, un bouquet de pivoines à la main. Elle était vraiment belle, heureuse. Kyle la regardait comme s'il n'arrivait pas à croire à son bonheur. J'étais assise et je les observais. Le frère qu'on a toujours préféré, le frère à qui on a donné 650 000 $ sans raison. Le frère qui ne savait pas que nos parents mentaient, trahissaient et utilisaient les gens autour d'eux. Après la cérémonie, le banquet a commencé. Les tables étaient recouvertes de nappes blanches, chacune avec des bougies, des fleurs et des couverts en or. Je me suis assise à une table sur le côté, loin de la place d'honneur. Autour de moi étaient assis les amis de Tiffany, jeunes, bruyants, joyeux. Ils buvaient du champagne, riaient, prenaient des photos. Je souriais quand il le fallait, hochais la tête, mais je me sentais étrangère. Pendant la pause entre le premier et le deuxième plat, Kyle s'est approché de ma table. Il avait l'air un peu fatigué, il avait passé toute la journée à sourire, à embrasser les invités et à les remercier pour leurs cadeaux. Béco, dit-il doucement. Tu peux venir un instant? J'acquiesçai et le suivis sur la terrasse. C'était plus calme là-bas, seule la musique résonnait au loin. Tu as l'air froide, a-t-il commencé. Même pour toi, que s'est-il passé? Je l'ai regardé, mon petit frère, que l'on avait toujours protégé, choyé, à qui l'on pardonnait tout. Il n'est pas responsable du comportement de nos parents, mais il fait aussi partie de ce système. Tu sais que nos parents ont vendu la maison non pas pour 650 000, mais pour 750? Lui ai-je demandé. Il s'est figé. Quoi? 750? Ai-je répété. Ils t'ont donné 650. Ils ont partagé les 100 000 restants. 50 000 sont allés à une femme nommée Valérie Crawford. Elle a un fils de ton père. Il a 14 ans. Il s'appelle Brian. Kyle restait bouche bée, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père a eu une liaison il y a 14 ans. Valérie est tombée enceinte. Il a pris peur et a disparu. Elle a élevé son fils seul. Maintenant, il lui doit de l'argent. Elle exige encore 50 000 $. Elle m'appelle au travail et menace d'aller voir son employeur. Il vacilla comme s'il avait reçu un coup. Je ne savais pas, ils ne m'ont rien dit. Bien sûr, et puis, continuai-je, il y a 5 ans, j'ai prêté 30 000 $ à mes parents pour réparer le toit. Ils ont dit que le toit fuyait après l'ouragan. Mais en réalité, ils ont investi cet argent dans un projet d'investissement. 3 mois plus tard, le projet a décollé. Ils ont réalisé un bénéfice de 80 000 $. Ils auraient pu me rendre 30 000 $ et garder 50 000 $ pour eux. Mais ils ont tout pris et ils ne m'ont jamais rien dit. Kyle me regardait comme si je parlais une langue étrangère. C'est impossible. C'est vrai, ai-je répondu froidement. J'ai trouvé les relevés bancaires, j'ai vu les chiffres, et puis mes parents vivent dans mon appartement depuis près d'un mois, ils m'empêchent de travailler, ils se disputent, ils ne cherchent pas de logement, car pourquoi le feraient-ils s'ils peuvent vivre chez moi gratuitement? Ma mère a trompé mon père à plusieurs reprises, mon père a eu un enfant avec une autre femme, ils se sont détestés pendant des années, mais ils sont restés ensemble pour nous. Et pendant tout ce temps, ils m'ont utilisé comme une ressource gratuite. Bien sûr, je vais être extrêmement fatiguée et en colère, même ici.
Il s'assit sur un banc, posa sa tête dans ses mains. Je ne savais pas, Beko, je te jure que je ne savais rien de tout ça. Ils ne m'ont jamais rien dit. Je pensais qu'ils étaient simplement pauvres. Je pensais que 650 $ était tout ce qu'ils avaient. Maintenant, tu sais, ai-je dit, il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a relevé la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Les mettre à la porte, ai-je répondu simplement. Je leur ai donné une semaine. La semaine est passée, ils ne sont pas partis, mais après le mariage, je changerai les serrures. Kyle soupira. C'est difficile, ce sont nos parents. Ce sont nos parents qui nous mentent, nous trahissent et nous exploitent, lui rappelai-je. À ce moment-là, Tiffany est sortie sur la terrasse. Elle rayonnait dans sa robe de mariée, mais son visage était inquiet. Kyle, tout va bien? Elle m'a regardé, puis l'a regardé. Que s'est-il passé? Kyle n'a pas répondu. Tiffany s'est approchée. J'ai entendu une partie de la conversation, dit-elle doucement. Désolée, je ne voulais pas écouter, mais tes parents nous ont vraiment donné 650 000 $ et ils vivent dans l'appartement de ta sœur. Kyle acquiesça. Tiffany fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. S'ils avaient de l'argent, pourquoi n'ont-ils pas loué leur propre logement? Parce qu'ils préfèrent vivre gratuitement chez Rebecca, répondit Kyle à voix basse. Tiffany resta silencieuse, puis dit Kyle, nous n'avons pas dépensé tout l'argent pour le mariage. Il nous reste environ 50 000 $, une partie provenant de tes parents, une partie des miens. Nous avions prévu de les mettre de côté pour notre voyage et les premières dépenses après le mariage. Mais peut-être pourrions-nous les aider à trouver un logement, pas gratuitement, mais comme une aide ponctuelle. Nous paierons le premier mois de loyer et la caution. Mais après cela, c'est tout. Qu'ils vivent de manière indépendante. Kyle me regarda. Becca, qu'en penses-tu? J'ai souri amèrement. Je pense que vous êtes trop gentil avec eux, mais si cela les aide à quitter mon appartement, je suis d'accord. Kyle soupira puis acquiesça. D'accord, donne-moi le temps de réfléchir, je leur en parlerai après le mariage. Mais si tout cela est vrai et je te crois, je ne peux pas simplement fermer les yeux. Ils auraient dû être honnêtes avec toi. Avec moi, avec tout le monde. Tiffany lui prit la main. Retournons-y. Les invités attendant le gâteau, ils partirent ensemble. Je restai quelques minutes sur la terrasse regardant la rivière sombre derrière la clôture. La musique résonnait au loin, les invités riaient, faisaient la fête et je pensais que j'allais rentrer chez moi et que mes parents y retourneraient aussi. Dans mon appartement. Et l'atmosphère deviendrait encore plus froide qu'elle ne l'était auparavant. Quand je suis enfin rentrée, Kyle coupait le gâteau de mariage avec Tiffany. Les invités applaudissaient, prenaient des photos, criaient «Amer». Denis et Sheila étaient assis à la table d'honneur, souriaient, levaient leurs verres. Personne ne savait que dans quelques heures, ils retourneraient dans mon appartement et que leur temps là-bas touchait à sa fin. Le dimanche a commencé tranquillement. Après le mariage bruyant, le silence dans l'appartement semblait artificiel. J'étais assise à la table de ma chambre avec mon ordinateur portable et j'essayais de terminer une présentation pour un client. Demain matin, la réunion finale avant le lancement de la campagne devait avoir lieu. Dans le salon, mes parents se comportaient comme si rien n'avait changé. Sheila regardait une émission de télévision commentant la vie des autres. Denis arpentait l'appartement avec son téléphone, s'arrêtant de temps en temps près de la fenêtre pour regarder dans la cour comme s'il avait peur de voir quelqu'un. Vers midi, on a sonné à la porte. J'ai d'abord pensé que c'était une voisine, mais mon cœur s'est serré. J'y vais, a crié Sheila. Je l'ai entendu marcher dans le couloir, cliquer la serrure, puis une pause, une voix froide et inconnue. Vous êtes Sheila Tarleton? Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Valérie Crawford. Je cherche Denis et je me suis figée. Mes doigts se sont immobilisés sur le clavier. Vous n'avez rien à faire ici, a répondu Sheila d'un ton glacial. Quittez notre seuil. Votre mari me doit de l'argent, a rétorqué Valérie d'un ton plus sec. J'ai un enfant de lui. Il m'a promis de l'argent et il a disparu. Je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. Je me suis levée et je me suis approchée de la porte de ma chambre. Dans le couloir, j'entendais Denis fouiller dans le salon. Je l'imaginais s'approcher de la porte, regarder par le Judas et la voir. Puis reculer brusquement. La porte de la chambre a grincé. Il s'y a précipité et s'est enfermé comme s'il y trouvait son salut. Il se cache? Valérie a ri brièvement. Bien sûr. Il se cache toujours. Partez, a répété Sheila, sinon j'appelle la police. Appelez-les, lança Valérie. Nous écouterons ensemble ce qu'ils diront d'un homme qui ne paie pas la pension alimentaire de son enfant depuis 14 ans. Les voix s'amplifièrent. Certains voisins jetèrent déjà un œil par leur porte. J'entendais des questions étouffées. Je sortis de ma chambre. Valérie se tenait sur le seuil, une femme d'une quarantaine d'années, les yeux fatigués, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle portait un simple imperméable sombre et un jean et tenait un dossier rempli de documents dans ses mains. Elle avait des cernes bleutées sous les yeux. Elle ne ressemblait pas à une maîtresse fatale, mais plutôt à une personne qui avait trop longtemps tout supporté seule. Vous êtes Rebecca? Demanda-t-elle. Je vous ai parlé au téléphone. Oui, répondis-je, c'est mon appartement. Où est-il? Elle éleva la voix. Denis, sors, espèce de lâche. Les portes de plusieurs appartements s'entr'ouvrirent. Quelqu'un est déjà en train d'appeler la police, pensai-je. La police arriva 10 minutes plus tard. Deux agents en uniforme bleu foncé montèrent les escaliers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Demanda le plus grand. Valérie s'avança. Je m'appelle Valérie Crawford. Il y a 14 ans, j'ai travaillé avec cet homme, dit-elle en montrant le couloir. Il est le père de mon fils Brian. Tenez, dit-elle en ouvrant un dossier et en sortant un certificat de naissance. Son nom est là. Il m'avait promis une compensation financière, m'avait donné la moitié, puis avait commencé à se cacher. L'officier prit le document et le parcourut rapidement.
Êtes-vous Dennis Tarleton? La porte de ma chambre s'ouvrit lentement. Mon père sortit, voûté, plus vieux qu'hier. C'est moi, dit-il d'une voix rauque. Reconnaissez-vous être le père de l'enfant mentionné dans ce document? Denis regarda le papier, puis Valérie. Oui, murmura-t-il, je le reconnais. C'est une affaire civile, dit l'officier. Vous devez vous adresser au tribunal pour demander une pension alimentaire. Je sais, dit Valérie, et je le ferai. Mais je voulais qu'il me regarde dans les yeux, au moins une fois. Elle me regarda. Votre père est un lâche, dit-elle doucement. Il se cache depuis 15 ans et vous le couvrez. La police demanda à Valérie de partir. Elle s'arrêta sur le seuil. Ce n'est pas fini, dit-elle avant de partir. Lorsque la porte se referma, un silence de mort s'abattit sur l'appartement. Je regardai mon père. Il se tenait au milieu du salon, les épaules affaissées. Sheila était adossée au mur, les yeux rougis. Une semaine s'est écoulée, dis-je calmement. Demain, je changerai les serrures. Prenez vos affaires maintenant. Sheila s'est emportée. Tu es notre fille. Comment peux-tu faire ça? Vous auriez pu me rendre 30 000 dollars. Vous avez fait 80 000 dollars de profit avec mon argent. Vous avez décidé que je ne valais rien pour vous. Vous auriez pu vous comporter correctement dans mon appartement. Vous vous en fichiez. Vous auriez pu ne pas créer de problèmes avec vos infidélités. Mais vous n'avez pas voulu. Maintenant, vivez avec ces décisions. Nous sommes une famille, murmura Sheila à travers ses larmes. Une famille ne fait pas ça, acquiesçai-je, mais vous l'avez fait pendant de longues années. Denis resta silencieux, les yeux fixés sur le sol. D'accord, dit-il enfin à voix basse, nous partirons. Aujourd'hui, précisai-je, ils commencèrent à faire leurs valises en silence, ils rangèrent leurs vêtements dans des valises, rassemblèrent leurs documents et leurs petits effets personnels. Je me tenais dans le couloir, les observant, et je ressentais un étrange mélange de soulagement et de vide. Alors qu'ils sortaient hors la dernière valise, Sheila s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Tu le regretteras, dit-elle. Quand nous serons morts, tu te souviendras que tu as chassé tes parents. Vous n'êtes pas à la rue, répondis-je. Vous avez 50 000 dollars et demain, il y en aura peut-être encore 50 de la part de Kyle. Elle serra les lèvres et sortit. Denis la suivit sans se retourner. La porte se referma. Cette nuit-là, je dormis pour la première fois depuis longtemps. Pas profondément, mais sans avoir constamment l'impression que quelqu'un marchait derrière le mur et claquait les portes. Le lendemain matin, à 9 heures, le téléphone sonna. C'était Kyle. Bonjour, dit-il, ils ont passé la nuit dans un motel près de l'autoroute. Tiffany et moi leur donnerons 50 000 dollars pour se loger, nous les aiderons à trouver un appartement. Mais après cela, c'est tout, nous prendrons nos distances avec eux. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Je regardai par la fenêtre le ciel gris au-dessus de Portland et pour la première fois, je sentis que mon frère et moi étions du même côté. 2 mois s'étaient écoulés. Pendant ce temps, le silence dans mon appartement avait cessé de me sembler étrange et était devenu la norme. Personne n'allumait la télévision à plein volume au milieu de la journée de travail, ne claquait les portes, n'invitait des étrangers sur mon canapé, pas de cris, pas de scène dans le couloir, juste moi, mon ordinateur portable, mon café et le bruit régulier de la ville derrière la fenêtre. Nous avons enfin terminé le projet pour lequel j'avais autrefois essayé de travailler la nuit avec des écouteurs et les mains tremblantes. La campagne publicitaire pour la chaîne de restaurants a démarré à temps et les premiers résultats ont dépassé les attentes. Ma chef m'a félicité lors de la réunion générale, disant que sans ma persévérance et mon souci du détail, rien n'aurait été possible. J'ai hoché la tête, souri, mais à l'intérieur, je ressentais seulement un léger soulagement. Au moins dans un domaine, ma vie fonctionnait comme elle le devait. Je ne savais pas grand-chose de mes parents, ils avaient fini par louer un petit studio dans un autre quartier avec l'argent que Kyle et Tiffany leur avaient donné. Une maison bon marché près de l'autoroute, des murs fins, un vieil ascenseur qui se bloquait souvent, mais c'était leur logement, pas le mien, leurs murs, leurs disputes, leurs problèmes, pas les miens. Valérie n'avait pas disparu, elle n'en avait pas l'intention. Pour moi, toute l'histoire s'est résumée à quelques messages fragmentaires de Kyle et à un appel téléphonique tendu au cours duquel il m'a dit sèchement: elle a intenté un procès pour établir la paternité et obtenir une pension alimentaire. Je n'ai appris l'existence du procès que plus tard, lorsque tout était déjà décidé. Le test ADN a confirmé l'évidence, Brian était le fils de mon père. Désormais, ce n'était plus une ombre du passé, mais une ligne dans un document juridique. Le tribunal a condamné Denis à verser chaque mois 400 dollars pour l'entretien de son fils jusqu'à sa majorité. Ce n'était pas une somme catastrophique, mais suffisante pour lui rappeler chaque mois qu'on ne peut pas fuir son passé. Valérie lui envoyait des SMS, l'appelait, exigeait plus que ses 400 dollars. J'ai vu plusieurs messages par hasard lorsqu'il les a transférés à Cale, sans doute pour susciter sa compassion. Tu lui dois une vie normale, écrivait-elle. Et elle avait raison. Sheila a choisi une autre tactique. Au début, elle m'appelait presque tous les jours. Nous sommes tes parents. Comment peux-tu nous abandonner? Sa voix tremblait, puis se transformait en cri. Nous avons déjà tellement de problèmes. Tu ne te soucies même pas de savoir comment nous allons. Les premières filles fois, j'ai répondu brièvement avec retenue, puis j'ai arrêté. Au 10e message du genre Tu regretteras quand nous ne serons plus là, je suis simplement allée dans les paramètres et j'ai bloqué son numéro. Après cela, j'ai pu respirer plus facilement. Denis a choisi la voie de la lettre. Un soir, un message provenant de son ancienne adresse que j'avais presque oubliée est apparu dans ma boîte mail. Objet, je te dois une explication. La lettre contenait beaucoup de mots. Il écrivait qu'il avait toujours eu peur de Sheila, qu'il n'avait jamais su être honnête, qu'il fuyait les conflits plutôt que les gens, qu'il m'aimait, moi et Kyle, à sa manière, mais qu'il avait toujours choisi la voie la plus facile. Mentir, se taire, rejeter la responsabilité sur les autres.
Qu'il regrettait tout, Brian, Valérie, les 30 000 $ qui étaient devenus 80 et qui ne m'avaient jamais été rendus. Il me demandait de lui donner une chance de se racheter, même s'il reconnaissait lui-même qu'il ne savait pas comment. J'ai lu cette lettre tard dans la soirée, assise dans la cuisine avec une tasse de café froid. Je parcourais les lignes, revenais en arrière, essayais de ressentir quelque chose. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un étrange vide. Comme après un ouragan, quand tous les débris ont été enlevés, mais que la terre n'a pas encore eu le temps de se recouvrir d'herbes nouvelles, je n'ai pas répondu. Non pas parce que je le détestais, non, simplement parce que je ne voulais plus être cet endroit où l'on dépose sa culpabilité, ses espoirs et ses peurs, avant de disparaître à nouveau. Nous voyions rarement Kyle. L'euphorie du mariage avec Tiffany était depuis longtemps passée. Ils organisaient leur vie quotidienne, planifiaient des voyages, se disputèrent pour des broutilles et se réconciliaient. Parfois, ils m'écrivaient un petit mot. Comment vas-tu? Ou nous étions chez mes parents aujourd'hui, c'est difficile là-bas. Parfois, nous nous croisions par hasard en ville, lui avec des sacs de courses, moi après le travail. Une fois, nous nous sommes assis dans le café du coin où nous avions autrefois fêté son entrée à l'université. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru tout de suite, m'a-t-il dit en tournant sa tasse de latte entre ses mains. À propos de l'argent, de Valérie, de tout, à l'époque, je pensais que tu exagérais, que tu avais simplement du mal avec eux. Mais il s'est avéré que tu avais raison. J'ai haussé les épaules. Nous avons tous deux grandi dans ce bourbier, ai-je répondu. Tu as choisi de croire à la version selon laquelle nos parents sont simplement pauvres et malheureux. J'ai choisi de regarder les chiffres sur les relevés bancaires. Les deux versions concernaient eux, pas nous. Et maintenant, a-t-il demandé. Et ensuite, nous décidons nous-mêmes quoi faire de nos vies, ai-je répondu. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Que faire de ma vie? De retour à la maison ce soir-là, j'ai longtemps arpenté l'appartement, passant de la chambre à la cuisine, de la cuisine au bureau. Je touchais les murs, regardais les étagères, le canapé, la table où mon père s'asseyait autrefois pour remplir ses papiers. Cet appartement était le symbole de ma réussite. La preuve que j'avais réussi sans l'argent de personne, que j'avais réussi à me sortir de mes dettes d'étudiante et à acheter quelque chose à moi. Mais maintenant, chaque recoin était imprégné des souvenirs des 2 mois pendant lesquels mes parents avaient vécu ici comme à l'hôtel, transformant mon espace en terrain d'entraînement pour leur rancune de longue date. Je me surprenais de plus en plus souvent à ne pas penser à la façon de rendre cet endroit plus confortable, mais à ce que ce serait de vivre quelque part où aucun objet ne serait lié à eux, où il n'y aurait pas de canapé sur lequel ma mère pleurait en criant sur Denis, où il n'y a pas de table à laquelle il lisait les SMS de Valérie, pâlissant à chaque mot, où le couloir n'a jamais entendu la phrase «Tu es notre fille, comment peux-tu?» Et quelque part, sur fond de ces pensées, surgissait une ville qui m'avait toujours semblé être une sorte de réalité parallèle à Seattle. Un peu plus au nord, un peu plus cher, un peu plus pluvieux que Portland, une ville où plusieurs personnes de notre bureau ont déménagé, celle qui voulait plus, de gros clients, un marché plus important, des tarifs plus élevés. Un jour, ma chef m'a dit en plaisantant: si jamais tu veux essayer autre chose, notre bureau de Seattle t'accueillera à bras ouverts. À l'époque, j'ai pris cela comme un compliment. Aujourd'hui, je le vois comme une possible voie de sortie. La soirée qui a tout décidé était une soirée comme les autres. Je suis rentrée du travail, j'ai accroché mon manteau et mis la bouilloire en route. Je me suis assise à table et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour répondre à quelques emails. L'un d'eux était un message interne: nous recherchons une responsable senior du service clientèle à Seattle. Les candidats provenant d'autres bureaux sont les bienvenus. Je regardais ces lignes et je sentais quelque chose bouger en moi. Pas brusquement, mais lentement, inexorablement, comme une plaque tectonique. Recommencer à zéro, dans une ville où personne ne sait comment mes parents se disputèrent dans l'entrée, où personne n'a entendu parler de Valérie et Brian, où je suis simplement Rebecca, une responsable avec un bon portfolio et non la fille de personnes habituées à vivre au crochet des autres. J'ai ouvert le site web d'une agence immobilière et j'ai tapé machinalement «vendre un appartement Portland». Les chiffres à l'écran étaient abstraits, valeur marchande, commission, taxes, mais au final, le montant obtenu était suffisant pour rembourser le solde de mon prêt étudiant, me constituer un petit pécule et déménager. La location à Seattle était plus chère, mais avec mon expérience et une possible augmentation de salaire, cela ne semblait pas être une aventure, mais une étape logique. J'étais assise devant l'écran et je me rendais compte que si je cliquais sur «Demander une consultation», il n'y aurait presque plus de retour en arrière possible. Cet appartement ne serait plus ce à quoi je m'accrochais comme preuve de mon indépendance. Il deviendrait simplement un atout que j'avais utilisé pour aller de l'avant. Un an s'est écoulé. Pendant ce temps, les pluies à Seattle sont devenues si familières que leur rythme semblait désormais faire partie de mon propre pouls. Lorsque je suis sortie pour la première fois de la gare avec une valise dans une main et un carton contenant une plante d'intérieur dans l'autre, la ville m'a semblé trop grande, trop bruyante, trop étrangère. Maintenant, je connaissais les noms des rues, les itinéraires de bus les plus rapides, mon café préféré qui servait du café à la cannelle et la librairie où la vendeuse me conseillait toujours des livres pertinents. Mon nouveau travail s'est avéré être non seulement un pas en avant, comme on aime à l'écrire dans les livres de motivation, mais un bond dans une autre dimension. Une grande entreprise, des budgets plus importants, des clients avec des logos que je ne voyais auparavant que sur les panneaux d'affichage. J'ai été immédiatement embauchée au poste de responsable marketing chargé de plusieurs domaines clés. Au début, j'avais peur, une nouvelle équipe, de nouvelles règles, des réunions interminables où j'avais peur de dire quelque chose de mal.
Mais l'expérience acquise dans le petit bureau de Portland, au son des disputes familiales derrière le mur, s'est avérée être une base solide. Je savais comment travailler dans le chaos. Maintenant, pour la première fois, j'avais la possibilité de travailler dans l'ordre. L'appartement à Seattle était plus petit que celui de Portland et plus cher à louer, mais chaque recoin m'appartenait. Pas de valises étrangères dans le couloir, pas de voix qui font irruption dans le bureau sans frapper. Lorsque j'ai allumé la lumière pour la première fois dans le salon vide et que je n'ai vu que mes cartons, j'ai ressenti un soulagement étrange, presque physique. Comme si j'avais enfin atteint le rivage après une longue traversée dans l'eau froide. Je n'ai pas rencontré Roger dans un bar, ni lors d'une fête, ni sur une application de rencontre, mais de la manière la moins romantique qui soit, à cause d'un problème électrique. Au cours du premier mois de location, les fusibles ont soudainement sauté, la moitié des prises ont cessé de fonctionner et la lumière du couloir clignotait comme dans un film d'horreur bon marché. La gérante de l'immeuble m'a dit: Je vais vous envoyer un gars, il est fiable, il fait ce métier depuis 20 ans. Roger Redfern est arrivé le samedi matin, vêtu d'un jean de travail, d'un t-shirt gris et muni d'outils dans un sac lourd. Il avait les tempes légèrement grisonnantes, les mains égratignées par les fils électriques, le regard calme et attentif. Il ne plaisantait pas de manière insistante, ne s'attardait pas sur les mots, ne prétendait pas connaître ma vie mieux que moi, il a simplement dévissé les panneaux, vérifié les connexions et expliqué où les précédents artisans avaient poiré. Vous avez souvent à réparer ce genre de choses ai-je demandé, plus pour combler le silence. Plus souvent que je ne le voudrais, a-t-il répondu en souriant, les gens aiment économiser sur ce qui ne se voit pas. À l'époque, cette phrase m'avait semblé être une blague sur l'installation électrique. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'elle concernait directement ma vie passée. Nous avons commencé par des conversations anodines, le temps, les embouteillages, les équipes de réparation incompétentes. Puis il est revenu pour changer le cache et installer une prise supplémentaire dans le bureau. Un jour, j'ai mentionné par hasard que j'aimais les vieux films, et il s'est avéré qu'il regardait lui aussi des films en noir et blanc le soir, plutôt que les séries populaires. La fois suivante, il a apporté une clé USB avec un film des années 50 et m'a dit: Si ça ne te plaît pas, efface-le. Nous ne nous sommes pas jetés dans les bras l'un de l'autre après notre troisième rencontre. Nous ne nous sommes pas promis l'éternité. Nous ne nous écrivions pas une centaine de messages par jour, il m'écrivait: Comment s'est passée ta journée? Une fois tous les quelques jours. Je répondais: Pas mal, j'ai survécu à une réunion avec 3 directeurs aujourd'hui et je n'ai pas craqué. Parfois, nous buvions un café après son travail, parfois nous nous promenions sur le quai, parfois nous nous asseyions simplement dans mon salon, chacun avec son livre, et de temps en temps nous commentions quelque chose à voix haute. Pour la première fois de ma vie, je construisais une relation sans avoir l'impression qu'on allait m'utiliser. Il ne me demandait pas combien je gagnais ni combien coûtait mon loyer. Il ne faisait pas allusion au fait qu'une femme doit être plus douce ou moins ambitieuse. Quand je lui ai dit que je n'étais pas prête, par exemple, à discuter d'une colocation, il a simplement hoché la tête. D'accord, tu me diras quand tu seras prête. Et si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave a sans doute été les mots les plus importants de l'année. Kyle et moi ne nous voyions pas souvent. Nos vies s'étaient éloignées géographiquement et émotionnellement. Il était un jeune père dans un immeuble neuf à la périphérie de Portland. J'étais une spécialiste en marketing à Seattle avec une éternelle échéance vendredi. Une fois tous les 2 ou 3 mois, il envoyait une photo. Tantôt une nouvelle étagère qu'il avait assemblée lui-même, tantôt Tiffany dans la cuisine, couverte de farine et riant aux éclats. Et puis un jour, un petit paquet dans une couverture rose. Je te présente Madeleine, écrivait-il. Elle pèse 3 2 kilos et crie aussi fort que son papa. J'ai longuement regardé la photo. Un petit visage ridé par l'effort, de minuscules doigts agrippés au bord de la couverture. Une petite fille née dans un autre monde, sans notre ancienne maison, sans illusion sur la famille idéale, sans conte de fées sur les parents ont toujours raison. Ces baptêmes se sont déroulés sans Denis et Sheila. Tiffany a clairement fixé les limites. Je ne veux pas que les personnes qui ont traité ta sœur de cette manière soient près de notre enfant. Kyle n'a pas discuté. Il m'a simplement écrit plus tard: C'était étrange sans eux, mais aussi plus facile. Nous parlions de temps en temps, sans tension. 2 personnes qui avaient grandi dans le même marécage, mais qui avaient réussi à s'en sortir à temps en empruntant des chemins différents. Ils se plaignaient parfois de la fatigue, moi des clients toxiques. Aucun de nous n'essayait plus de justifier nos parents. Je n'entendais presque plus parler de Valérie. Son nom revenait parfois dans les conversations avec Kyle, non pas comme une menace, mais comme une constatation. Le tribunal avait condamné Dennis à verser une pension alimentaire mensuelle. Il l'a payée 400 $ ponctuellement. Pour lui, c'était un fardeau permanent, pour Brian, juste une ligne dans les plans financiers de sa mère. Elle ne le poursuit plus, a dit Kyle au téléphone un jour. Elle dit qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, la reconnaissance et la justice fondamentale. Elle se concentre sur son fils. Il a d'ailleurs un talent pour les mathématiques. Ils pensent à l'université. Brian n'a jamais rencontré Dennis et, selon les mêmes connaissances communes, il n'en avait pas particulièrement envie. Son père biologique était pour lui plutôt un figurant dans une histoire qui ne le concernait pas qu'une personne réelle. D'une certaine manière étrange et amère, cela semblait même logique. Un an plus tard, assise près de la fenêtre de mon appartement de Seattle avec une tasse de thé, je pouvais énumérer tous les changements qui s'étaient produits comme les points d'une liste. Une nouvelle ville, un nouveau travail, une nouvelle personne à mes côtés, une autre distance avec mon frère, des parents vivant leur propre vie quelque part dans un complexe bon marché près de l'autoroute, mais le véritable changement n'était pas géographique.
Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une ressource pour quelqu'un d'autre. Je n'étais le soutien de personne, personne ne me demandait si je pouvais le supporter. Je n'étais le porte-monnaie de secours ou la poubelle émotionnelle de personne. Quand le téléphone sonnait, c'était des collègues, des amis ou Roger, pas ma mère avec ses reproches, ni mon père avec une nouvelle série d'excuses. Et pourtant, parfois, entre 2 et 3 heures du matin, quand la ville se taisait sous la pluie, le passé me rattrapait. Je me souvenais du couloir de mon appartement à Portland, les cris de Valérie qui résonnaient dans tout l'escalier, les visages des voisins qui regardaient par les portes entr'ouvertes, le regard vide de Denis lorsqu'il a finalement admis: oui, c'est mon fils. Les larmes de Sheila mêlées d'humiliation, de peur et d'incapacité à assumer la moindre responsabilité. Je me levais alors, j'allais dans la cuisine, je me versais un verre d'eau, j'ouvrais la fenêtre, je respirais l'air froid et humide, et je me répétais: je ne suis plus là-bas. J'ai fait un choix, et j'ai le droit de vivre avec ses conséquences, quelles qu'elles soient.